Grassroots vous présente le magazine Intelligence économique. Bienvenue dans le journal de l'intelligence économique. C'est une histoire de meunier, une bagarre entre deux actionnaires pour le contrôle des grands moulins de Strasbourg. Le problème, c'est que l'actionnaire majoritaire a décidé de faire entrer dans la course un troisième homme. Un homme dont le passé pose problème. En effet, les Nations Unies citent son nom dans un rapport sur le trafic d'armes en Angola. Et du coup, notre histoire de meunier se transforme en guerre du blé, avec un arrière-plan plutôt trouble dans lequel apparaît le Mossad, le célèbre service de renseignement israélien. Bref, dans le secteur de la farine, tous les coups sont permis. Une enquête de Willy Braciano. C'est une histoire de blé et d'actionnaires qui refusent de se faire rouler dans la farine. L'enjeu, le contrôle des GMS, les grands moulins de Strasbourg. Ce moulin fabrique 1200 tonnes de farine par jour et il est l'objet d'une bataille entre son actionnaire majoritaire, Bertrand Léry, et son principal partenaire industriel, le groupe Soufflet, leader européen du secteur qui possède près de 30% des GMS. Il y a quelques mois, Bertrand Léry, président des GMS, décide de modifier le capital de sa société et de faire entrer un nouveau partenaire. Il demande l'autorisation à l'autorité des marchés financiers, accordée. Le problème, c'est qu'il ne prévient pas le groupe Soufflet. Nous avons été très surpris d'abord de l'apprendre de manière incidente par un actionnaire minoritaire et d'autre part très surpris que M. Bertrand Léry n'ait pas pris le soin d'en aviser personnellement Michel Soufflet en raison précisément des relations cordiales qu'ils entretenaient. Vexé, le groupe Soufflet a donc porté l'affaire devant les tribunaux, mais la polémique va enfler lorsque le nom du nouveau partenaire des GMS est connu. Il s'agit d'Imad Bakri, un nom pas totalement inconnu pour les services de renseignement occidentaux. Il apparaît dans un rapport de l'ONU sur la guerre civile en Angola dans les années 90. Imad Bakri est cité comme l'intermédiaire qui a procuré des armes à l'UNITA, le mouvement d'opposition au président angolais. En avril 2003, l'ONG britannique des droits de l'homme Global Witness présente également Imad Bakri comme un proche du Hezbollah libanais. Nous sollicitons plusieurs fois les responsables des GMS, aucune réponse. Nous débarquons alors à Strasbourg. Finalement, Christian Sabag, le directeur financier, accepte de répondre à nos questions sur Imad Bakri. Oui, alors il y a eu quelques rumeurs de colportées par la presse concernant son passé. Et nous avons par divers moyens, et M. Léry en particulier, recherché à obtenir toute assurance quant au caractère un peu fallacieux de ces rumeurs, assurance que nous avons obtenue, en tout cas que M. Léry a obtenue et nous a confirmé. Ceci dit, vous auriez pu tomber... Hors caméra, nous apprendrons que ces assurances viendraient d'une enquête que M. Léry aurait commandée au Mossad, les services secrets israéliens. Mais on n'en saura pas plus. Que fait l'homme d'affaires d'origine libanaise ? Sur le site internet de la société d'Imad Bakri, la Metro Trading Company, on apprend qu'il est dans le négoce de viande, de poisson et de farine. Il est présent en Belgique, en Roumanie, au Liban, en Algérie et en Angola. Nous partons donc pour Bruxelles. Nous voici à l'adresse où était située il y a quelques mois la société Metro Trading Company. Une résidence. En fait, la société a déménagé quelques centaines de mètres plus loin. Toujours le même quartier résidentiel et ses classes moyennes. Là encore, la société est hébergée dans un immeuble de bon standing et visiblement, nous ne sommes pas les bienvenus. Oui, bonjour. Nous sommes les journalistes de France 24 et nous voudrions parler à un responsable de la société Metro Trading Company. Il n'y a personne, monsieur. C'est l'heure de pause et tout le monde est sorti. Et en plus, il n'y a rien à vous dire. Voilà. Vous savez de quoi on veut parler ? Oui, très bien. Mais il n'y a rien à... Il n'y a pas de commentaire. D'accord. Il n'y a aucun... Retour à Paris, à l'Association nationale de la meunerie française. Son président Joseph Nicot est lui aussi réticent à répondre à la presse. Moi, je peux pas... Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi, là-dessus ? Moi, j'ai rien à vous dire, moi. Honnêtement. Finalement, il accepte de donner sa position.
attentiste. Il y a beaucoup d'accusations, mais il n'y a jamais de preuves. Donc en ce qui nous concerne, nous devons en rester aux actes et aux connaissances très factuelles du dossier. Donc il n'est pas du tout question pour nous, aujourd'hui, de faire des procès d'intention sur des affirmations de presse. Pour l'heure, la meunerie française compte les points et attend de savoir qui, de Soufflet ou de Bertrand Léry, remportera la bataille du blé. Bien, avec moi sur le plateau, André Tara, bonjour. Vous êtes expert international en criminalité financière et également dans le blanchiment. Première question, est-ce que c'est courant qu'un chef d'entreprise française fasse appel à un service de renseignement étranger, qui plus est le Mossad, pour se renseigner sur un partenaire éventuel? Ça ne me semble pas très courant. Ça va peut-être le devenir, mais je ne pense pas. Est-ce que vous pensez qu'un homme comme Imad Bakri, qui est cité par l'ONU, qui est cité par Global Witness dans le trafic d'armes, est un homme qui pose problème de par son profil ou pas? Écoutez, les profils ne posent pas problème en eux-mêmes. Tout dépend du professionnalisme des gens qui se sont attachés à regarder le risque, parce qu'en fait, c'est une étude de vulnérabilité. Enfin, une étude de risque, et on va plus loin, c'est une étude de vulnérabilité. Bon. Donc, pour cela, il y a des méthodes et des outils, et il y a des prises de décision. Donc, la première réponse, faire appel à un service de renseignement, ça me paraît un peu complexe, voire même qu'il ait répondu, ça me paraît étonnant. Peut-être qu'on peut faire appel à deux pour recouper, mais je dirais qu'avec des services de renseignement, il vaut mieux être plus prudent et faire appel à un troisième. Bref, la méthode ne me paraît pas, à ce stade, aussi opportune que ça. Alors André Tara, ce qui est intéressant dans votre profil, c'est que vous avez une double culture. Vous avez un passé où vous avez travaillé à la DST, donc au contre-espionnage français, et vous travaillez maintenant comme expert international plutôt dans le privé. J'ai personnellement lu la fiche d'Imad Bakri qui vient d'un des services de renseignement français, et elle est quand même assez chargée. Est-ce que c'est un indicateur d'alerte quand on a affaire dans l'économie à un individu qui a ce profil? Alors, vous savez qu'il y a un principe de base dans le système financier, d'ailleurs chez n'importe quel banquier, qui est le principe en anglais Know Your Customer, c'est connaître son client, mais c'est un principe de base, on cherche des indices qui vont permettre de se forger une opinion. Bien, on n'aura jamais de preuves, parce que si on a des preuves, si on cherche des preuves, c'est qu'on est déjà dans un processus judiciaire. C'est autre chose. Simplement, on fait une analyse de risque, comme je vous le disais, une analyse de vulnérabilité et de risque. Et il y a une prise de position, en sachant qu'on ne peut pas avoir des preuves. Si on avait des preuves, ça serait trop facile. Donc ça, c'est la première réponse que je peux vous faire. La deuxième, c'est que il faut bien sûr employer des méthodes. Aujourd'hui, il y a la plupart des sources ouvertes, mais ce qui fait l'intérêt d'une information, c'est à la fois l'information en elle-même, mais c'est aussi le regard qui est porté dessus. Donc le regard porté par quelqu'un d'expérimenté, vous parlez d'un service de renseignement, ça peut être toute personne qui travaille dans une information qui a de la valeur, un journaliste, un banquier. Donc l'intérêt, c'est cette personne qui va regarder cette information. Et le plus intéressant, c'est moins les informations que les liens qu'on peut faire entre elles-mêmes. Tout à fait. Donc ce que je dis n'est pas très complexe, mais en fait, il faut y passer du temps. Il faut investir du temps et de la ressource. Mais de toute façon, nous sommes en plein dans ce processus d'intelligence économique. L'intelligence, c'est de faire des liens entre des choses qui prises isolément, sont anodines, mais quand on les met les unes en perspective avec les autres, vont donner un tableau qui peut être inquiétant. Alors, Monsieur Tara, on est en pleine crise financière. On parle de montants pour la criminalité financière de 1500 milliards de dollars par an. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un risque concret que cet argent sale entre par la grande porte? Alors, le risque est plus grand qu'hier. Tout simplement, le risque existe. Bien. Les chiffres sont toujours discutables, ce sont toujours des ordres de grandeur. Toutefois, on peut noter que certains événements, en particulier la guerre en Afghanistan, a produit des quantités de drogue considérables qui vont arriver sur le marché financier. Bien.
ça, c'est la première remarque que je fais. La deuxième remarque que je vais faire, c'est que c'est encore une question de vulnérabilité. Aujourd'hui, comment se sortir de la situation? C'est en injectant des liquidités. À ce jour, qui peut injecter des liquidités? Nous avons heureusement les banques centrales, mais nous pouvons avoir des gens d'origine criminelle. Et il faut bien se rendre compte que l'évolution de la criminalité organisée, qui ne correspond pas au cliché classique, n'est-ce pas, du mafieux avec des chaussures bicolores et un panama sur la tête. C'est beaucoup plus sophistiqué maintenant. Enfin, ça l'a toujours été, mais ça l'est beaucoup plus. Aujourd'hui, la criminalité organisée va essayer d'investir dans l'économie légale. Et il donc, va être propre. Il va être propre. D'ailleurs, si on peut avoir une certitude, c'est celle-là. C'est que la criminalité organisée ne veut plus être criminelle. Hein, elle veut, entre guillemets, s'embourgeoiser. D'où la fenêtre de tir exceptionnelle qu'il y a aujourd'hui avec la crise financière. Comment un État et un entrepreneur peuvent se protéger contre cette criminalité? Alors, les États le font déjà. Il y a des lois, il y a des régulations, il y a des principes qui sont appliqués et des gens qui travaillent avec difficulté. Mais ils travaillent. Et il y a une coopération internationale très importante. On peut dater ceci d'ailleurs, c'est assez récent. Ça date de 1989 avec le sommet du GAFI, le sommet de l'Arche de la Défense. D'accord. Merci André Tara pour ces explications. L'émission est terminée, mais vous pouvez la retrouver avec encore plus d'informations sur france24.com. Au revoir et restez avec nous. Crossroads vous a présenté le magazine Intelligence économique.